Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la sélection du Festival de Cannes 2022 et plus particulièrement de la compétition officielle que nous allons passer en revue film par film. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord dire que c'est un plaisir de cinéphile de faire ça, un plaisir régressif, comme je disais à Thibaut à l'instant. Donc, on va essayer de ne pas juger, évidemment, parce que ça, c'est une ligne de conduite du rayon vert, mais on va quand même essayer de discuter autour de ces films qui vont donc faire l'actualité au Festival de Cannes et qui vont bien sûr sortir dans les salles belges et françaises dans les semaines qui suivent. Donc, c'est déjà un peu un moyen de débattre autour de ces films, de nos attentes et de ce que ces réalisateurs-là et réalisatrices ont fait donc, par le passé. Donc, vraiment, sous le rayon vert, on ne travaille pas, on ne fait pas ce genre de choses. On fait vraiment ici sur la chaîne YouTube parce que la chaîne est un vrai complément au site web. On vous engage à toujours aller sur le site pour voir notre travail de fond. Et ici, on va pas dire qu'on s'amuse un petit peu, parce que ce n'est pas le cas, parce qu'on va être sérieux, mais on va essayer de pratiquer une autre forme de pratique cinéphile, qui est plus la discussion à chaud sur un line-up à venir. Alors, moi, dans l'ensemble, lorsque la sélection, la compétition officielle a été annoncée, j'étais comme un petit peu déçu. Il me semble que dans les années précédentes, il y avait des choix un peu plus audacieux, des films un peu plus radicaux. Mais c'est encore le cas ici. On a quand même 2 ou 3 qu'on peut imaginer être radicaux, si on s'est déjà un peu renseigné. Donc, il y a du mystère, bien sûr, mais je trouve qu'il y a peut-être un peu des noms convenus, des noms attendus, et on aurait aimé peut-être voir à la place de certains films d'autres. Et ça, toujours, c'est le propre de la subjectivité de chaque cinéphile, et on aura l'occasion d'en discuter tout au long de ces commentaires de la compétition officielle. Alors, peut-être aussi revenir sur ce que Thierry Frémaux a dit lors de la conférence de presse. Il a dit qu'il souhaitait que Cannes Première, en fait, était une sélection pour les petits films de grands réalisateurs. C'est ça un peu qu'il disait. Ce n'était pas un grand film, mais un petit film ou un film plus mineur. Et donc, ce genre de film-là était destiné à Cannes Première. Donc voilà, on ne voit pas très bien l'utilité. C'est comme si on voulait empêcher ce film d'aller dans un autre festival. Donc voilà, pourquoi ne vont-ils pas à un certain regard? Pourquoi pas en compétition? Parce qu'ils sont trop petits ou trop différents, entre guillemets, ou qui ne correspondent pas à un certain format compétition. Mais ça, on ne peut pas dire grand-chose, on va le voir. Et également, il a vraiment rappelé que la sélection à un certain regard retrouvait un peu son origine, qui est de présenter des films expérimentaux, comme il a dit, ou plus expérimentaux. Là aussi, on peut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que ces films-là doivent être mis à côté et pas en compétition officielle? On se rappelle, par exemple, du cas très célèbre de Bedoel Restakul, qui a vu Cemetery of Splendor relégué à un certain regard et non en compétition, alors qu'il avait déjà eu une palme d'or pour Uncle Bunny. Donc, je crois qu'un certain regard, c'est un lieu de recherche. L'année passée, il y a eu quelques films intéressants, et pas tant que ça non plus. Certains pointaient quand même une bonne sélection. Donc, cette année, on ne va pas trop en parler d'un certain regard, mais parce qu'on ne connaît pas les films, déjà. Thibaut, tu me l'avais dit avant de commencer. Oui, c'est ça, c'est beaucoup des films, des seconds films. Donc, oui, c'est vrai que moi, franchement, il y a un ou deux noms que je connais parmi les réalisateurs, quoi. Et encore, en faisant un peu de recherche, c'est ça, je me suis dit, ah oui, tiens, celui-là, j'ai déjà vu un film de lui, mais voilà, sinon, le premier nom qui m'avait tilté, c'était Davichou. C'était Oui. À la première lecture de la sélection à un certain regard, c'est le seul qui m'était sauté aux yeux, quoi. Mais voilà, donc c'est vrai qu'avant, dans un certain regard, il y avait parfois des grands noms, entre guillemets, qui apparaissaient. Je me souviens qu'il y avait, nous, à l'époque, on avait vu Bruno Dumont hors Satan, c'était un certain regard. Je sais que Xavier Dolan, il y avait eu d'ailleurs toute une polémique parce qu'il était sélectionné pour Laurence Anyways à un certain regard et pas en compétition et qu'il avait un peu râlé, etc. C'est Ce son qui était meilleur film, compréhensible, selon parce que moi. c'était peut-être son meilleur film, oui, c'est ça. Et Voilà. selon moi, c'est son meilleur film, oui. Donc voilà, mais cette année, j'ai l'impression que c'est un peu différent parce que c'est vraiment soit des jeunes réalisateurs ou bien vraiment
des noms vraiment très peu connus qui s'y retrouvent, quoi. Donc, pourquoi pas, voilà. Mais après, voilà, une fois qu'on aura vu les films, on se dira peut-être que bah, finalement, tel film aurait peut-être eu plus sa place en compétition que tel autre qui y était parce que le nom était plus connu, quoi. Et ça, on y reviendra, je pense. Voilà. Comme Onoda, par exemple, l'année passée, ça a fait tellement débat. Ouais. Il a sélectionné un certain regard alors qu'il y avait la fracture de Corsini en compétition. C'était un peu incompréhensible, quoi. Ça, J'ai pas vu la fracture. c'est un jugement. On ne va pas faire trop de jugement, mais on va quand même essayer de parler en tant que cinéphile d'abord avant tout. Et sur Davy Chou, il y a là ton interview qui est à découvrir sur le rayon vert, donc à propos de son premier film. À propos de Diamond Island. Diamond Island. Ouais. C'est-à-dire que c'est une interview dont il était assez content et qu'il a beaucoup relayé sur les réseaux sociaux. Et une longue interview. J'avais fait presque 1 heure d'interview. Ouais. Donc, c'était assez exceptionnel dans le cadre de choses un peu cadenassées. Les interviews, c'est parfois un peu avec des attachés de presse, etc. Donc, pouvoir faire une interview d'au moins de 3/4 d'heure, voire 1 heure, c'était quand même assez exceptionnel dans les interviews qu'on a pu faire, quoi. Donc, voilà. Oui, et son deuxième film sortira en Belgique. Il est annoncé en Belgique. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi. Parce que le premier n'était pas sorti, je pense. Donc, il était uniquement visible en France. Non, il est passé à Namur quand même au festival. Oui, au FIF. Ouais. Et pas après. Ouais. Donc c'est déjà une bonne nouvelle que ce film-là soit annoncé dans les salles belges. Avant de commencer le parcours de la compétition, peut-être un rappel aussi, donc pourquoi est-ce que je dis que la compétition me déçoit un peu, c'est que et souvent à Cannes, les dés sont un peu pipés pour la compétition officielle. On sait déjà que certains noms ne peuvent pas être relégués dans d'autres compétitions, sinon ça ferait certainement un scandale d'État, quoi. Pas simplement pour le prestige de concourir pour la Palme d'Or, mais aussi pour des raisons commerciales, parce qu'une sélection à Cannes, généralement, ça offre une très belle visibilité aux films, et généralement, les films, même les films d'auteurs les plus radicaux, font, ou en tout cas, font de bons résultats en salle après. C'est souvent le cas, en tout cas, on a eu des cas, enfin, Mae Wen Besco, moi j'ai toujours ça, hein, Mae Wen, quand elle est arrivée avec Police, elle sortait un peu de nulle part, personne ne la connaissait vraiment, et elle a fait avec Police un événement qui était voilà, un événement marquant, elle a fait plus d'un million d'entrées, je crois. Donc c'est important, il y a un enjeu économique aussi très important, et donc on trouve forcément ceux qui ont déjà eu des palmes d'or, ils sont là. On retrouve des gens, on se dit mais pourquoi ils sont là? Voilà, c'est ça aussi, moi je poserai mes questions, puis on retrouve des grands noms, des habitués, puis il y a parfois de la place pour quelques surprises, ce qui est le cas ici. Il y en a peut-être une ou deux des films. Il y a peut-être moi, pour ma part, 2 à 3 films qui m'intéressent vraiment beaucoup. Les autres, ça, voilà, un peu moins. Donc je dirai pourquoi en parcourant la liste. Voilà, toi Thibaut, toi, qu'est-ce que tu as pensé donc, de ce... Tu as vu la sélection, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais en fait, oui, c'est-à-dire, je partage ce que tu dis d'une certaine manière, qu'il y a des noms qui doivent y être et qu'on les attend, voilà, et on sait qu'ils vont y être probablement et ils y sont. Mais en même temps, enfin, moi, je suis toujours quand même assez déçu par les nouveaux arrivants dans la compétition. Moi, je suis désolé, mais là, cette année, les films qui me paraissent intéressants, que moi j'attends, ben, c'est des films de vétérans de Cannes. C'est pas dans les nouveaux. C'est vraiment, moi, dans les nouveaux arrivants, là, vraiment, il n'y a rien que j'attends, quoi. Il n'y a rien que. Donc oui, c'est. À part, bon, après, ouais, on verra, on discutera, parce qu'il y a peut-être certains où j'ai un petit doute, mais voilà, enfin, en tout cas, dans les jeunes réalisateurs là, qui arrivent, jeunes entre guillemets, hein, parce que, bon, mais qui arrivent en compétition, non, franchement, il n'y en a aucun qui m'intéresse. Ouais. Donc, ça va plutôt être dans les attendus, voilà, et qui sont, et voilà. Okay. On va en discuter. Et passons donc à la compétition. On va analyser donc film par film, par ordre alphabétique, donc par ordre dans lesquels ils ont été annoncés lors de la conférence de presse. Donc le premier film, c'est Holy Spider d'Ali Abbasi. Ali Abbasi, donc c'est le réalisateur du film Border, qui avait gagné le prix Un certain regard. Donc logiquement, ici, on a vraiment
faire un film qui a gagné un prix important et qui passe logiquement d'un certain regard à la compétition. C'est un peu logique. Puis là, un gros vendeur international, hein, je crois que donc c'est un peu normal aussi qu'il soit là. Hein, il est dans le line-up important. J'ai vu Border, ça ne m'a pas excité des masses, je t'avoue. Ça participe un peu à toute cette vague de films fantastiques nordiques. Donc on a vu récemment Les Innocents, dont on a parlé dans l'autre vidéo. Lemb, hein, le film récent Lemb avec Nomi Rapace. Ouais. C'est un peu tout ce type de film. Il va y en avoir plein d'autres. Au BIF, j'imagine qu'il y a plein de films comme ça aussi nordiques avec un peu fantastique. Et ici, ben voilà. Oui, mais pas toujours de cette qualité. Enfin, oui. On peut parler, mais ceux-là sont quand même, c'est un peu, allez, c'est des films d'auteur, de genre d'auteur, on va dire. Ouais. On aime ou on n'aime pas, hein, mais je veux dire, voilà, il y a, en tout cas, enfin moi, tu citais Les Innocents et Lamb. Bon, moi, je trouve que c'est des films qui ont des qualités, même si c'est pas des grands films, mais c'est des films qui ont des qualités. Après, moi, franchement, Border, j'ai vraiment pas un très bon souvenir de ce film-là, donc. Bon, c'est sûr que oui, il y a sans doute aussi des qualités de mise en scène, etc. Moi, je sais pas, j'ai un souvenir de répulsion avec ce film, en fait. Donc, donc du coup, et Ali Abazi, voilà, je l'attends pas spécialement. Après, voilà, Ça, c'est un des nouveaux arrivants pour lequel tu as en doute, toi. Ouais. Mais, moi, je sais pas, mais franchement, pourquoi pas? Franchement, je lui donnerais plus le bénéfice du doute à lui qu'à d'autres dont on parlera après dans les nouveaux arrivants, notamment qui ont aussi gagné des prix à un certain regard, etc. Je vois lequel dont tu parles. Mais ici, le film, apparemment, c'est donc sur l'histoire d'un homme qui part en quête religieuse et qui tue des prostituées, la religion. Donc ça a encore d'être un film un peu étrange. S'il arrive à réitérer quelque chose d'étrange, comme il a fait dans Border, ça peut être intéressant, parce que Border, c'est un peu l'histoire avec la frontière, donc le fameux titre du film entre l'homme et l'animal, tu vois, et cette histoire de troll. Enfin, c'est un peu étonnant comme film. C'est pas mal, j'aime bien de poser la question comme ça du film, de mettre ces êtres humains qu'on regarde comme s'ils étaient nos robots, entre guillemets, dans le film, alors qu'ils sont un peu monstrueux. Et comment ces monstres-là conservent une part d'humanité quand même. C'est ce que montre le film. Donc, le personnage féminin, c'est ça, hein, dans Border. Donc, c'est intéressant. Ça m'a intéressé, mais je dirais à voir quand même. Je dirais, moi, en tout cas, je serais quand même curieux de voir ce film. Je ne m'attendais pas trop. Non, si c'est un peu. Si c'est un film social, bon, s'il enlève le côté fantastique, ce serait peut-être un peu moins. À mon avis, il y aura toujours ce côté genre, en tout cas fantastique, je ne sais pas, mais genre certainement. Et écoute, l'année passée, Titan a gagné la Palme d'Or, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Je me souviens, bon là c'est une anecdote, mais qu'on avait vu toi et moi la Titan en vision de presse avant qu'il soit montré à Cannes, et que tu m'avais dit en rigolant, là on a vu la Palme d'Or là. Et donc j'étais un peu charrié après quand effectivement le film a eu la Palme d'Or. On ne sait jamais, voilà, on sait jamais. On va essayer de voir des visions presse de films qui seront à Cannes. On va essayer de les voir et peut-être je vais dire ça encore une fois pour un film comme ça, ce sera absurde. Enfin voilà, on verra pour Holy Spider à suivre. Alors, le deuxième film annoncé, c'est donc Les Amandiers de Valérie Bruni-Tedeschi. Bon, moi, j'ai envie de dire no comment. Voilà, tout simplement. Valérie Bruni-Tedeschi, je ne comprends pas pourquoi elle est en compétition à Cannes, même si Thierry Frémaux a défendu son film durant la conférence de presse. Je crois que j'ai vu un film d'elle, c'est possible. Château en Italie, c'était elle qui avait réalisé ça. Oui, je pense que c'était je ne sais pas si c'était son dernier, mais en tout cas, c'est le dernier qui était en compétition, je pense aussi. Sans intérêt, honnêtement, sans intérêt. Très bien. Ça me rappelle donc la sélection l'année passée où on trouvait donc La Fracture de Catherine Corsini, le film de François Ozon, c'était aussi complètement, qui n'avait rien à faire là. Jacques Audiard, Les Olympiades, c'était quand même limite aussi. C'était aussi un auteur qui, je trouve, peine un peu à une filmographie très très instable. Il y a sa Palme d'Or qui, bon, voilà, ça peut-être pas d'accord avec après, moi, les Olympiades, tu vois, parce qu'à la limite, les Olympiades, pourquoi pas, parce que c'était finalement un film mineur, enfin,
a priori, c'était un film mineur de Jacques Audiard, tu vois, en noir et blanc, etc. Donc, le fait qu'il soit en compétition, tu vois, je trouvais ça, finalement, c'était pas plus mal, quoi. Voilà, mais après, bon, c'est sûr que Jacques Audiard, c'est un habitué, voilà. Après, oui, le film est sans doute anecdotique, hein, Moi, je mais... trouve que c'est un peu décevant. Il y avait aussi le Millions and Love, Bergman Island, je n'ai pas été conquis non plus. Je crois que le film a fait un peu un four quand même. Enfin, ça n'a pas vraiment marqué. Il n'y a pas eu des bonnes critiques dans certaines revues, je me rappelle. Bon, et cette année, on voit la quinzaine de réalisateurs qui a Philippe Faucon, par exemple, Clément Cogitor, la semaine de la critique. Et voilà, pour moi, ce sont deux noms que j'aurais aimé voir en compétition. Par exemple, à la place, Valérie Pouny-Deschi, qui n'a pas besoin du Festival de Cannes. Ou alors pour des raisons commerciales, que son film soit annoncé, qu'il y ait de la publicité, etc. etc. Donc voilà. Il y a, oui, ça, je pense qu'il y a un casting. Enfin, il y a, comme d'habitude, Louis Garrel et un casting est pas mal, voilà, français, quoi. Bon, écoute, je sais pas, oui, j'ai regardé un peu le synopsis. C'est un film, c'est sur le théâtre, sur des étudiants de théâtre dans les années 80, c'est ça, donc qui veulent intégrer l'école de Patrice Chéreau, donc ça va être très autoréférencé et très en vase clos, à mon avis. Donc, ouais, voilà, on verra, on sait jamais, On verra on bien. n'est jamais. Moi, franchement, là, pour le moment, là, on est en train de discuter de films, on n'a vu aucun des films, donc ça, c'est le jamais principe de notre discussion, c'est le principe de notre échange. C'est, de toute façon, ce qu'on dit, c'est qu'à chaque film, on verra. Ouais, voilà. Mais bon, c'est sûr que Valérie Bruni-Tedeschi, je suis comme toi, ça ne m'a jamais intéressé, donc ça changera sans doute pas, mais c'est jamais. Voilà. On verra, mais voilà ce que voilà ce qu'on peut dire de ce film. Mais de toute façon, on ira le voir. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un rayon vert, quoi qu'il arrive. Donc, on le verra au FIF. On verra au FIF. Au Brief, peut-être. On verra Brief ou FIF. Alors, le troisième film, Les Crimes du futur de David Cronenberg. Bon, la bande-annonce, tout ça, ça a l'air d'être du Cronenberg pur et dur. C'est une excellente nouvelle de le voir tourner aussi vite un nouveau film alors qu'il était annoncé un peu en fin de carrière. Je me rappelle l'interview de Fabien Demangeau autour de son livre qui lui disait en conclusion qu'il pensait que Cronenberg ne ferait plus de films. Ben voilà, il contredit avec un retour, avec Viggo Mortensen, avec une ambiance tout à fait particulière. Je ne sais pas si tu as pu voir la bande-annonce du film. Mais non, j'ai pas encore vu la bande-annonce. Mais bon, c'est vrai que moi, la surprise. Ouais, je pense que je garderai la surprise, parce que je n'ai pas l'habitude de garder beaucoup les films, les bandes-annonces, ou alors vraiment pour des blockbusters comme ça pour voir de temps en temps, mais vraiment, ouais, non, en tout cas, je pense que c'est probablement le film que j'attends le plus, hein. Le film de Cronenberg, voilà, mais c'est bateau de dire ça, à mon avis, hein. Je pense qu'on est beaucoup à attendre ce film. Donc, ce film. Tout le monde attend ce film. On croit qu'on peut déjà passer au film suivant, parce que je crois qu'on est d'accord là-dessus, que ça a l'air très prometteur. J'ai vu, je ne sais pas si tu as lu ça, que la dernière demi-heure du film serait apparemment extrêmement dure et choquante, et que Crash à côté de ça, c'était rien, hein, parce qu'il y avait eu un scandale de Crash en 1995 au Festival de Cannes, qui avait provoqué, j'ai vu des réactions tout à fait disproportionnées, hein, complètement toujours choqué, tu sais, choqué là, public, bourgeois, machin. Donc apparemment, il y aurait de ça dans ce film aussi. Donc il faudrait s'attendre encore à une polémique un peu stérile du style la violence est-elle allée trop loin, blablabla. Voilà, je crois qu'on a un peu préparé. J'espère qu'il ne va pas choquer gratuitement, parce que ça, c'est pas intéressant. J'espère qu'il va vraiment plutôt travailler avec ces thèmes. Et dans la bande-annonce, on voit ça. On voit qu'il est là avec tous ces trucs, toutes ces choses à lui. On retrouve dans d'autres films, on pense à Vidéodrome, à d'autres choses. Quand tu vois ça, donc c'est bien. Donc moi, je pense que c'est prometteur, comme tout le monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Film suivant, Tori et Lokita, de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Alors, là-dessus, Thierry Frémaux, il a cité le titre du film. Il est passé au titre suivant tout de suite. Pas de commentaire, rien. Toujours un peu étonnant. Il y a pas, tu vois, là, parfois il décrit des films et parfois il ne donne rien. Ou après. Donc c'est un peu étonnant.
Les Dardennes, ils sont là parce qu'ils sont là. Ils doivent être là. On ne peut pas les mettre en compétition. Je pense que ça n'a pas de sens. Ça ne passerait pas. Hein. Je crois il, il les a introduits, je pense, avant de dire le titre. Il a dit il y a évidemment des réalisateurs qui sont là, qui ont déjà gagné la Palme d'Or. oui. Et alors, il a commencé par eux, Jean-Pierre et c'est quoi Jean-Pierre et Luc? Oui, ouais. Jean-Luc et Pierre, non, Jean-Pierre et Luc Dardenne. Donc une palme pour chacun, tu vois, parce qu'ils ont gagné 2 palmes. Donc et après il a dit le titre et après il est passé à autre chose. Donc oui, c'est comme tu dis, voilà, le film doit être là, il peut être nulle part ailleurs. Mais il est là parce que c'est Jean-Pierre et Luc, quoi. Tu vois, donc, oui, il vient de leur remettre le prix au Festival Lumière de Lyon. Tu as vu ça, hein? Donc généralement, c'est Thierry Frémaux qui gère le festival et il remet chaque fois un prix chaque année à un réalisateur ou une réalisatrice importante. Et cette année, c'est les Ardennes. C'est les habitués de la maison, c'est des amis, c'est tout ce que tu veux. Donc, par le passé, 2 jours, 1 nuit, par exemple, ça n'avait pas sa place en compétition à Cannes. Fille inconnue, moi j'aime bien le film, ça ne me dérange pas, voilà. Mais de nouveau, donc là ici, on est toujours dans la subjectivité, ma subjectivité de cinéphile. Le jeune Ahmed, je n'aime pas le film, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas, j'ai rien contre. Une sélection à Cannes pour un film qui soit, ouais, c'est quand même formel. Et comme on en avait discuté, si tu te rappelles, un Américain qui n'a jamais vu un film Frère Dardenne, il voit ça, il va dire c'est extraordinaire, tu vois. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il remporte presque toujours un prix parce que dans le jury, tu as des gens qui n'ont jamais vu ça et pour eux, c'est voilà, c'est la liberté européenne entre guillemets là, tu vois. Et donc, mais ouais, écoute, en tout cas, moi, ce film-là, il me fait très peur. Il me fait très peur. C'est un film sur 2 enfants réfugiés, 2 enfants africains réfugiés. Ça sent mauvais. Enfin, je sais pas. Moi, franchement, j'attends rien de bon de ce film. Après, voilà, c'est jamais la surprise, mais vraiment, et surtout par rapport au souvenir du jeune Ahmed, qui était quand même particulièrement pénible, qui est probablement leur plus mauvais film, sans doute, et qui a pourtant eu un prix, je pense. Hein. Il a eu un prix, le jeune Ahmed. Prix de la mise en scène. Ouais. Moi, je suis un peu plus nuancé parce que figure-toi que ça m'intéresse un peu plus qu'il fasse un film sur l'immigration et sur 2 enfants qui galèrent en Belgique par rapport au système, etc. Donc le film est annoncé comme ça, comme étant un film 2 enfants affrontent les lois d'immigration en Belgique. D'ailleurs, ils avaient en 2018 signé une pétition, ou non, ils avaient une lettre ouverte pour s'offusquer du traitement réservé à des Soudanais qu'on renvoyait dans leur pays. Donc, ils attaquaient vraiment politiquement la NVA, je pense, à l'époque. Donc, c'est un sujet pour moi qui leur convient un peu plus que le sujet du précédent film. On a déjà parlé beaucoup de ce film sur le rayon vert. On renvoie aux articles qu'on a écrits, aux débats qu'on a eus, qui ont été très durs. On a vraiment rejeté le film en masse, donc le jeune Ahmed. Ici, j'ai envie de voir que je pense qu'il y a peut-être moyen de faire autre chose, qu'ils vont peut-être réussir à faire autre chose que le regard un peu complaisant qu'il y avait dans le jeune Ahmed. J'ai l'impression qu'ils vont être derrière les enfants et qu'il n'y aura peut-être pas un portrait avec des généralités ou des liens un peu confus avec la religion. Je pense qu'il va vraiment peut-être s'attaquer au système belge, ils vont peut-être être de nouveau un peu plus critiques, un peu plus pointus sur certains points, sur des choses qui ne marchent pas. Alors, ça peut être très moralisateur aussi. Hein. Là, je te rejoins. On peut craindre pas mal de choses, un peu utopiques. Écoute, je ne sais pas. Je sais pas où en sont les Dardennes. Je ne sais pas s'ils sont en phase de déclin ou s'ils ont encore de l'énergie pour faire des beaux films. Étant donné que j'ai aimé La fille inconnue et que je n'ai pas aimé Le jeune Ahmed et que je n'ai pas aimé 2 jours et 1 nuit. Donc, j'ai aimé un film sur 2. Peut-être que ce film-là, je l'aimerais peut-être. Et donc, ce serait... voilà, ça me plairait bien, évidemment, hein, mais on va voir. On va voir. Et bon, comme tu le dis, ils vont sûrement encore avoir un prix, hein, parce que c'est un sujet politique, un sujet un peu pas mainstream, mais un peu consensuel, quoi. Ouais. Et j'ai un peu Oui, peur c'est ça, oui.
voilà, on se croit Mais comme après, à à Berlin. voir, hein, comme on ne connaît pas encore le jury, donc il faudra voir, hein, s'il y a beaucoup d'Américains, s'il y a, voilà. Mais, donc on verra bien. Mais oui, non, c'est sûr qu'à mon avis, c'est un film qui est comme ça va être un film à sujet potentiellement, qui va potentiellement attraper un prix, genre un prix du scénario ou Comme un prix ça, d'interprétation ou un truc comme ça. ouais. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Voilà. C'est bien, on va conclure chaque Film partie. par on verra bien. Ah, on verra bien. Ça, au moins, Ouais. c'est rayon vert. Ça. On laisse la porte ouverte à tout et c'est la base. Voilà. Bon, passons à l'autre film. Le film suivant, c'est Stars at Noon de Claire Denis. Alors, Claire Denis, moi, je ne connais pas très bien, j'avoue. Je sais qu'elle est très connue en Amérique, dans les pays anglophones, parce qu'elle a une réputation qu'elle n'a pas forcément auprès de notre cinéphile à nous. Moi, j'ai l'impression que ces films ne sont pas forcément sont défendus, si, mais qu'elle n'a pas une stature, peut-être qu'elle n'a pas la même stature qu'elle a aux États-Unis, par exemple. Et donc, le film d'avant qu'elle a fait dans l'espace, ça ne m'a pas vraiment intéressé. High Life. 35 Roms, là, j'avais vu parce que Jérémy avait écrit dessus, un texte intéressant, un beau film. Mais ici, je n'ai pas d'avis, en fait. Je n'ai pas d'avis, je n'ai pas d'attente non plus sur ce film-là. Je ne sais pas toi. Mais moi, c'est le deuxième film que j'attends parce que j'aime bien Claire Denis. Je pense que j'ai peut-être vu un peu plus de films d'elle que toi. Ouais. High Life, j'avais bien aimé. J'avais écrit un texte dessus d'ailleurs, c'est sur le rayon vert. Maintenant ici, en fait, le sujet me dit rien. En fait, je pense que c'est un film un peu d'époque comme ça, de rencontres amoureuses sur plusieurs années ou je sais pas trop quoi. Enfin, ça me dit rien, mais bon, après, pourquoi pas, on verra bien. Après, je pense que ce film, il y a eu des problèmes de casting, parce qu'à la base, ça devait être Robert Pattinson qui devait jouer le rôle principal, et puis, bon, à mon avis, à cause du Covid, des reshoots sur Batman, etc., à mon avis, il était plus disponible, quoi. Et donc, ils ont engagé cet acteur qui joue dans Billy Lynn, là, qui joue dans le film de Ang Lee, Billy Lynn. Je sais pas si donc c'est Joe Alwyn, je pense, il s'appelle, Okay. donc qui joue le rôle principal et avec l'actrice, je sais plus qui c'est. Enfin, j'ai l'impression, oui, vraiment que c'est un casting de rechange comme ça. Mais bon, ça, voilà, je pense que ça reste des bons acteurs, hein. Donc oui, peut-être, on verra. Bah, en tout cas, s'il est sélectionné, c'est que peut-être il y a quand même quelque chose. Après, moi, Claire Denis, pour moi, rien que son nom, ça me donne envie de voir ce que c'est. Moi, il y a certains films, bon, j'ai vu j'ai pas tout vu, hein, mais quand même certains films d'elle que j'aime vraiment beaucoup. Chocolat, notamment, 35 Roms aussi. Je pense 35 Roms, on a un texte aussi dessus. Oui, de Jérémy que je disais, qui est Ouais, un ça. bon texte. Ouais. Un bon texte, vraiment, il avait bien senti le film. Il avait bien senti le film. Ouais. Donc, ouais, non, Claire Denis, moi, j'attends, quel que soit le film, j'attends. Et encore, on verra bien. Alors, Frères et sœurs d'Arnaud Desplechin. Bon, celui-là, il est annoncé comme un peu dans le même acabit que Conte de Noël. Un peu drame bourgeois comme ça, drame familial, apparemment. Ce sont deux frères et sœurs qui se croisent, mais qui essayent de s'éviter, si j'ai bien compris, et puis ils vont se retrouver pour le décès de leur père. Donc c'est un film, voilà. Moi, Desplechin, j'ai jamais vraiment accroché. Ses premiers films sont évidemment très connus, très aimés. Je sais que Sébastien, par exemple, on parle souvent que lui aimait bien mais Comment je me suis disputé, La Sentinelle, etc. Moi, je n'avais jamais vraiment aimé ces films-là. J'essayais de les regarder, je trouvais ça difficile. Conte de Noël, idem. Tout ce qu'il a fait dernièrement, les 3 films récents qu'il a fait, je n'ai pas non plus de grand intérêt. Ça ne m'a pas vraiment plu. Le seul film que j'aime bien de lui, c'est Esther Kahn, parce que c'est aussi un film sur le théâtre. C'est vraiment un film très bien, mais ça, je l'ai vu qu'une fois. Donc, ça date il y a déjà 10 ans au moins, c'était pas plus. Donc, Desplechin,
il y a son nouveau film qui sort bientôt, là, Tromperie, c'est ça? Qui arrive Oui, bientôt. oui, en Belgique, ouais. On n'a toujours pas vu, nous, en Belgique, on n'a toujours pas vu Tromperie, Ouais, quoi, alors qu'il est sorti fin 2021 en ouais. France, je pense. C'est la semaine Donc oui, prochaine, c'est hein, ça. Donc, nous, ça arrive. toi et moi, on n'a pas encore vu son tout dernier film. Donc, Peut-être que voilà. là, peut-être qu'en voyant le nouveau, ce film-là, peut-être que je changerai d'avis, évidemment. Et de toute façon, je vais voir Desplechin quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que ça ne me stimule pas des masses, quoi. Toi, tu as eu un rapport un peu plus personnel avec Desplechin, je pense, hein. Oui, oui, non, moi, enfin, les films que tu citais, Un conte de Noël, enfin, moi, j'aime bien. Roi et Reine, j'aime beaucoup. Bon, Esther Kahn, oui. Et puis, bon, c'est vrai que les derniers, enfin, Trois souvenirs de ma jeunesse, j'aimais beaucoup. Mais après, c'est vrai que c'était quoi, Roubaix, une lumière, c'est ça où j'avais moins aimé. J'avais Ouais. fait un texte un peu, allez, un peu ambivalent sur les films parce que je me posais un peu des questions sur la glorification de la police et tout ça. Ouais, Et ouais. la figure du flic comme ange gardien, là, ça me posait un peu problème. Mais voilà, mais donc oui, encore une fois, on n'a pas vu le dernier. Là, ici, Frères et sœurs, donc le film, c'est avec Marion Cotillard, c'est ça? Et Je pense. Je n'ai pas vérifié. J'ai pas... Marion Cotillard, ça, je suis sûr, mais je ne sais plus qui y a d'autre dans le casting. Bon, voilà, enfin, donc je ne sais pas. Euh, On mais verra. Marion Cotillard, c'est déjà dans un de ses films précédents, là, Les fantômes d'Ismaël, qui était pas Ismaël. mal, mais Ouais, donc ouais, voilà. ouais, un Mais peu. non, Ouais. c'est un film que j'attends sans attendre, quoi. Oui, j'attends parce que bon, voilà, parce qu'il y a certains films des Pléchiens que j'ai beaucoup aimés, donc oui, donc j'attends de voir, mais je l'attends pas vraiment Mhm. impatiemment non plus, quoi. Vu le dernier en date que j'ai vu, moi, c'était Roubaix Lumière, et en attendant Tromperie enfin, qui sort la semaine prochaine chez nous, donc on verra à ce moment-là. Ben, là, pour le moment, je sais pas trop quoi faire Ok. avec Frères et Sœurs, on verra bien. Bon, passons à Close de Luca Dont. Luca Dont, l'ascension, hein, l'ascension vertigineuse, extraordinaire. Après sa caméra d'or donc pour Girl. Il était à un certain regard, il n'a pas gagné de prix, je pense. Je ne sais plus. Non? Moi, je Je pense pensais. pas. L'actrice, l'acteur, l'actrice. Ah, bref. Ouais, je pense. Ouais, peut-être. Alors, je pense qu'il a quand même gagné un prix, mais je sais plus lequel. Mais Le je pense film qu'il a a gagné un prix eu. autre que la Voilà. caméra d'or. Ouais, ok. Le film a eu un gros succès en Europe. Il a été vendu sur plein de territoires. J'avais fait une étude hein, sur les films belges. Bah, malgré tout ça, il faut dire qu'au Rayon Vert, on déteste le film, quoi. Ça, je pense qu'on peut le dire. Que ce soit toi, moi, Sébastien, Saad et Alexia, je ne sais pas, mais je pense ils n'aiment pas non plus ce film. Dans une vidéo qui serait bientôt publiée sur la chaîne autour d'Euphoria, de la série Euphoria, et Fabien Demongeau, il cite comme contre-exemple à Euphoria avec Girl, il le dit dans la vidéo. Ouais. Il dit que c'est un film rempli de poncifs sur le fait d'être transgenre et l'histoire d'une transgenre, comparé à la subtilité d'Euphoria. Et là, je crois qu'on peut lui donner des raisons. Girl, on a déjà dit, j'ai écrit un texte négatif qui se trouve sur le rayon vert et sur lequel il faudra apporter des corrections et des ajouts, mais je ne le fais pas parce que sinon, on n'en sort jamais. Je sais bien que je repense à ce que Sébastien Barbion, voilà, Sébastien Barbion, c'est le cofondateur et grand Manitou de Rayon Vert, j'ai envie de dire. Il m'avait dit que c'était un film très triste. Et je trouve qu'il avait vraiment raison. C'est une vision triste du monde, une vision triste des choses. Et moi, je ne supporte pas la fin, ce genre de claque, tu sais, pour faire un film, enfin, on a déjà parlé, film point, film claque pour le spectateur, tout ce qu'on n'aime pas et tout ce qu'on a déjà évoqué également dans le film Animal, donc dans la vidéo que vous pouvez aussi visionner sur la chaîne. Alors, ce film-là, ça a l'air d'être encore une histoire de psychologie à la noix, avec deux enfants qui vont traverser une épreuve difficile, puis ils vont se lier à une autre personne, etc. Donc, encore une histoire psychologique. Est-ce qu'il va réussir à transcender ça?
à transcender un récit psychologique étouffant, comme il a fait avec Girl, pour quelque chose d'ouvert, de doux, de léger. Bref, enfin, nous, c'est ce qu'on a envie de voir, évidemment. On n'a pas envie de voir encore un film à claque avec des... Il y en a plein, il y en a plein, il y en a trop. Donc là, sa présence en compétition, ben, c'est un peu logique, c'est la méritocratie, j'ai envie de dire, canoise. C'est un produit canois, quoi. Je veux dire, le film a eu un vrai élan grâce au Festival de Cannes. Donc, ils sont en compétition, c'est normal. Qu'on ait des doutes énormes, c'est notre cas, je pense. Voilà. Donc, je crois que tu partages un peu mon avis là-dessus. Oui, oui, voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Oui, moi, j'attends rien de Luka Dont. Voilà, Girl, j'ai pas aimé. On l'a dit, on l'a assez dit. Là, ici, le film, j'ai lu un peu le synopsis. Ça a l'air d'être, oui, comme tu dis, psychologique. C'est, il y a une relation d'amitié entre deux jeunes de 13 ans et à un moment donné, la relation s'arrête, on ne sait pas pourquoi, les parents se demandent pourquoi. Donc entre les lignes, on comprend un petit peu ce qui se joue, à mon avis. On verra bien, mais je crois comprendre de quoi il s'agit. Donc, Triste, hein, mais on connaît tellement bien le cinéma belge donc... francophone et les mauvais films belges francophones qu'on sait un peu déjà imaginer quel film c'est. Et on espère avoir tort. Ça, il faut quand même le dire. Oui, voilà, oui, oui. On espère avoir tort. On verra, on ira voir le film, évidemment. On a envie d'avoir tort. D'ailleurs, il y a un autre film qui a été sélectionné la semaine de la critique à Cannes, je ne sais pas si tu as vu, c'est aujourd'hui que c'est tombé. Une jeune réalisatrice, je ne connaissais pas son nom, et c'est nouveau un film avec des enfants, encore un truc un peu psychologique, comme ça a l'air. Je me dis, c'est bizarre, mais là aussi, je vais me tromper. Je te renvoie peut-être que... Un film belge, là, c'est ça. Oui, aussi, oui. Oui, oui. Ça a aussi Oui, un psychologique. j'ai vu. J'en savais pas plus. Mais... Très, très, très psychologique aussi, ça a l'air, et typiquement voilà, dans notre style à nous, quoi. Donc, voilà, espérons nous tromper et on verra. J'espère que ce n'est pas un film à sensation qui est là pour être au palmarès, finalement. C'est ça, souvent, ce genre de film. Hein. On aime bien les récompenser parce qu'on se fait savoir par le film à sujet, le film coup de poing, la soi-disant radicalité qui n'en est pas une. Plein de choses encore, on pourrait encore dire plein de choses là-dessus, mais on va passer au film suivant. Armageddon Time de James Gray. Alors, projet mystérieux. D'abord, je croyais que c'était un film de science-fiction, évidemment. Avant, je ne vois que ce soit. C'est pas la suite d'Armageddon. C'est un film donc, apparemment sur les Trump, donc sur les Trump, et donc sur la présence dans un film dans une école où Trump est apparemment toujours actionnaire ou administrateur de l'école. Et Donald Trump serait là, si j'ai bien compris le truc, serait dans l'école. Enfin, c'est un peu bizarre, c'est un peu un projet un peu étonnant. Moi, j'avoue, James Gray, il y a des films que j'aime bien, il y a des films que j'aime moins. C'est pas quelqu'un dont les films hantent ou me stimulent particulièrement. Par contre, moi, j'aime bien Two Lovers, c'est quand même un beau film. La nuit nous appartient, c'était bien. C'est pour moi les deux films que je sors. J'ai revu le film qu'il a fait dans la nature, là, en Amazonie. Lost City of Z. Première vision extraordinaire, seconde vision, on peut voir le livre j'ai complètement perdu ce que j'avais trouvé et aimé dans le film. Et Ad Astra, ben, voilà, je ne sais pas quoi penser de ce film, il y a des qualités évidentes. Et j'avais lu sur la plume d'une critique française, je ne sais plus laquelle, je n'ai pas retrouvé, qui disait que James Gray était une passion française. Parce qu'il était un peu pas connu aux États-Unis, pas reconnu à sa juste valeur. Voilà. Donc moi, je suis plutôt dans cette optique-là. Je dirais que ce n'est pas spécialement quelqu'un qui me stimule et qu'il y a une sorte de posture critique en France quand même pour le défendre. Malgré tout, c'est l'auteur maudit qu'on veut défendre. Il y a un peu de ça dans Libération, dans Le Monde. Enfin, dans Libération, il y avait un texte, un entretien avec lui qui avait été publié, un long entretien, où il disait qu'il était
maudit, ou je sais pas quoi, où il savait pas faire un film comme Coppola, il n'arrivait pas à faire du grand cinéma, ou du cinéma qu'il voulait faire, qu'il était un auteur mineur, enfin, une sorte de confession intime qui est vraiment intéressante à lire, hein, c'était touchant et tout ça. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'il faut faire encore une politique des auteurs, de pratiquer une politique des auteurs encore et toujours pour essayer de sortir du lot un auteur dont les films peut-être ne sont pas tous bons. Voilà. Donc ça, c'est ma position sur James Gray. Je te laisse toi peut-être me contredire. Ouais, je sais pas, moi je suis un peu. Je suis un peu en opposition avec toi là. Non, mais non, ce qu'il y a, oui, je comprends ce que tu dis. Et je sais que c'est vrai que James Gray aux États-Unis est pas très considéré et qu'il est même, j'ai l'impression même qu'il est un peu méprisé. Là, je me souviens d'avoir lu une interview de Tarantino, par exemple, qui disait que Ad Astra c'était vraiment un film de merde et tout ça, qu'il voulait faire 2001 et qu'il n'y arrivait pas, etc. Bon, autant j'aime bien Tarantino souvent comme réalisateur, autant il a quand même des goûts de chiottes, faut quand même le dire. Donc en termes de cinéma, non, mais Tarantino, il trouve quand même que Gore Verbinski est un grand réalisateur, donc faut arrêter. Oui. Donc, The Lone Ranger. The Lone Ranger. Oui. Film, hein, ce sont un grand film, ça pour lui. Et Unstoppable de Tony Scott, c'est un de ses films préférés. Ah, donc, donc ouais, voilà. Non, mais en tout cas, moi, en fait, les films To Lover, c'est La nuit nous appartient. Je les ai beaucoup aimés à l'époque. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, donc je pourrais pas t'en parler. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Lost City of Z et j'ai beaucoup aimé Ad Astra aussi. Donc là, Armageddon Time, je l'attends, voilà, parce que pour moi, il est dans une, en tout cas de mon point de vue, il est quand même dans quelque chose d'intéressant là pour le moment. Donc j'attends de voir. C'est sûr qu'Ad Astra, c'est un film un peu clivant, comme on dit, un peu, voilà. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire parce que comme j'ai pas pris comme toi connaissance du contenu du film vraiment, donc là j'attends sur foi du nom, ouais, voilà, je pratique la politique des auteurs là, c'est lamentable mais c'est comme ça. Non, tu as plus une politique de l'affect, c'est la politique du rayon vert, c'est la politique de l'affect. Donc voilà, ce que tu me dis, c'est pas vraiment, t'as pas envie de... Pour moi, une politique des auteurs, c'est dire il est maudit, mais on va vous montrer que c'est un immense cinéaste. Pas ça, tu vois. Toi, je sais pas si c'est un immense cinéaste, mais en tout cas, c'est un cinéaste qui m'intéresse toujours, malgré le fait qu'il soit clivant, qu'il partage, etc. Dire que c'est un artisan. Et finalement... On dit souvent, oui, c'est un artisan, alors il faut le défendre. C'est un peu dans la lignée de ce que faisaient les cahiers avec les Américains des années 50, 60. Avec James Gray, ils aiment bien faire ça, l'esthétique française. Après, oui, comme tu dis, une passion française, là, mais je pense que ça, il y a beaucoup de. Woody Allen, ça fait longtemps que Woody Allen est une passion française et qu'aux États-Unis, il passionne plus grand monde. Ouais. Donc voilà, il y en a plein. Un peu belge aussi, je crois. Ça marche bien, Woody Allen en Belgique, non? Oui, non, mais il y a bien tous les films de James Gray sont sortis en Belgique, je pense. Même Lost City of Z, tu vois, donc c'est pas. Ouais. Ça reste. Après, bon, évidemment, il y a. Ouais, t'as raison. Sur les affres de la distribution en Belgique, il y a toujours des questions à se poser, mais je pense que malgré tout, dans les films de James Gray, tu as toujours au moins une star voilà, qui va justifier le fait que le film sorte. Bon, Ad Astra, évidemment, c'était Brad Pitt, donc voilà, le film ne pouvait pas ne pas sortir, je pense. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Non, très curieux, si c'est un teen movie, si son film est un teen movie, ça peut être intéressant. Parce qu'il n'a jamais vraiment fait ça. C'est une sorte de collège movie avec le truc. Ça pourrait être intéressant. Honnêtement, il y a pas mal de mystères qui entourent ce projet et donc on verra. On verra bien ce que ça va donner. Bon, film suivant, Broker de Koreeda. Passons à la deuxième Palme d'Or, ça, tu sais. Il y avait un titre alternatif, ou c'est le titre officiel, je ne sais pas, Baby Box. Donc c'est sûr, donc apparemment sur l'abandon d'enfants ou de bébés. J'ai lu. Tu as vu le résumé. Ça sent le palmarès, ça sent la deuxième Palme d'Or, tu sais, avec
un sujet traité avec douceur dans son style à lui, sur des choses très violentes. Moi, j'aime bien Koreeda, donc j'ai pas de problème. C'est tourné en Corée, c'est ça, avec des acteurs coréens. Dont celui de Parasite, c'est ça qu'il disait. Ouais, donc, il voulait faire ce film en Corée. Donc oui, voilà, ça a l'air vraiment tout à fait dans ce qu'il a l'habitude de faire. Des films sur la famille, sur les conflits, c'est quoi une famille, c'est quoi famille de sang et famille d'esprit, tel père, tel fils. On a un texte admirable de Sébastien Barbion sur la question. Puis une histoire de famille, moi j'avais écrit dessus un petit truc, bon, c'était pas génial, mais je crois que le film était une palme d'or tout à fait normal, logique. J'ai pas une grosse attente parce que Koreeda, j'ai l'impression enfin si quand même, mais j'aimerais aussi plus de danger, qui se mettent un peu en danger, comme certains autres réalisateurs qui ont bien leur style à eux, et parfois j'ai envie de voir d'autres choses. Là, bon, ça aussi c'est un peu un cliché critique de dire ça, mais et j'ai envie parfois aussi, je sais que je vais peut-être avoir quelque chose et que j'aimerais voir autre chose pour une fois. Il a fait un thriller que j'ai pas vu, Third Murder, c'est ça? J'ai pas vu, donc ça faut ça j'aurais dû le voir évidemment, tu vas me dire. Mais... Donc voilà, à voir quand même. Oui, comme toi, je l'attends, mais en même temps, sans impatience vraiment. Mais oui, The Third Murder, je pense, c'était bien, mais c'était un film un peu mineur, je pense, qui est bien. Enfin, voilà, j'ai pas de souvenir de film de lui ou que j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc oui, dans ce sens-là, j'attends toujours un film de lui. Bon, là, il a été tourné en Corée, donc pourquoi pas. Ouais. On va voir ce que ça donne. Mais je pense qu'on va pas avoir de grosses surprises non plus, quoi. Tu vois, c'est comme tu disais, on va avoir quand même un sujet un peu grave traité avec douceur, etc. On va avoir un peu le Koreeda normal. Oui, voilà, comme tu dis, c'est normal. C'est Palme d'Or normal, film normal. Voilà. Donc je l'attends sur l'attente parce que c'est Koreeda et que j'attends en tout cas à ne pas être déçu d'une certaine manière. Mais j'attends pas non plus à être surpris de manière exceptionnelle non plus. Voilà. Donc voilà. Ok. Je n'ai pas d'autres choses à rajouter. Pareil. Donc passons alors à ce film que je ne connais pas, Nostalgia de Mario Martone. Je ne connais pas ce réalisateur italien. Moi non plus. Jamais vu ce film. J'ai découvert son existence donc avec l'annonce de la sélection. Apparemment, c'est encore un film sur Naples, comme Sorrentino l'a fait et d'autres. Et donc, Thierry Frémaux l'a vendu comme ça. Alors, est-ce que c'est un cinéaste novateur? Est-ce que c'est un cinéaste un peu radical? J'en sais rien. En tout cas, le cinéma. Non, moi non plus. Je parle. Il parle de fresque. Il parle de fresque un peu comme ça. Frémaux évoquait la fresque. Et quand même, les souvenirs de films italiens en compétition à Cannes, c'est quand même pas grandiose. Par Moretti, mais bon, Moretti, c'est un peu un cas à part. Je me souviens quand j'avais été à Cannes, j'avais vu ce film qui s'appelle La Nostra Vita de Daniele Lucchetti. Alors là, Daniele Lucchetti, vas-y, pour le situer aujourd'hui, ça n'avait aucun intérêt, c'était un film sans intérêt, quoi, un film académique. Et souvent, quand tu lis un peu les critiques qui sont à Venise pour la Mostra, souvent ils disent que la sélection italienne est catastrophique, qu'elle est purement académique, qu'il ne se passe rien en Italie, que le cinéma italien traverse une crise assez profonde. Donc, voir un film comme ça italien sortir du chapeau de Thierry Frémaux, cette compétition officielle, c'est étonnant. Donc, peut-être qu'il y a une surprise là derrière, à voir. Donc, il y a l'acteur, il y a ce fameux acteur là qu'on voit chez, je ne sais plus son nom maintenant. On l'a vu dans le dernier film de Bellocchio, qui est très connu, qui est très bon, Favino. Oui, Francesco Favino. Favino, c'est ça. Donc, très bon acteur, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un cachet, film académique, film d'époque, film, tu vois, un peu
peut-être un peu consensuel. Donc voilà, je ne sais pas, toi, ce que tu en penses. J'en pense rien parce que, comme tu l'as dit, on ne connaît pas cet auteur. Moi, j'ai regardé un peu sa filmographie. Vu le dernier film en date qu'il a fait, c'était avec Tony Servillo, là, donc, où ça avait l'air d'être un peu un show Tony Servillo encore. Donc, je Voilà. sais pas, à mon avis, oui, comme tu dis, à mon avis, on est un peu face à du cinéma académique italien. Bon, si le film a été sélectionné à Cannes, c'est qu'il y a peut-être quand même quelque chose, on ne sait jamais. Mais enfin, c'est en tout cas que Frémaux y a vu. Peut-être, oui, c'est ça, un potentiel de fresque, comme tu dis, fresque napolitaine. Là, donc, pourquoi pas, j'en sais rien. Vraiment, là, je suis démuni vu qu'on n'a pas, on sait rien. on n'a pas de repères. Quoi, donc, Et bon, s'il a fait un Servio movie, ça, c'est quand même pas bon signe. bah, après, Servillo, il est chez Sorrentino aussi, où je sais qu'on a des rapports un peu ambivalents avec Sorrentino. Mais... c'est simple, chez nous, soit nous on déteste, c'est notre cas, et Sébastien il trouve ça bien. Je crois que. Mais le dernier, je pense que toi, tu avais bien aimé le dernier. Disons que ça va. Je préfère ça à ce film qu'il a fait là, avec les personnes âgées. Youf. Ah, You. Ouais. Ça, pour moi, c'est irregardable. Donc, voilà. Et La Grande Bellezza, pas possible non plus. Mais j'ai pas tout vu, donc il faut peut-être revenir dessus, sur Sorrentino. Je pense que Sorrentino, c'est quand même à part, enfin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense qu'il est quand même à part dans le cinéma italien. Tu vois, c'est quand même, oui, un auteur, si tu veux, même si moi, c'est pas un auteur qui m'intéresse, mais c'est un auteur quand même, c'est sûr, sûr et certain. Donc là, Mario Martone, là, je sais pas. Bon, apparemment, il a quand même un style. Enfin, quand tu vois un peu sa filmographie, j'ai l'impression qu'il y a quand même une ligne un peu, voilà. Mais après, je les ai pas vus, donc je sais rien en dire et on verra bien. Et on verra. On verra bien. Bon, il faut qu'on arrête de dire on verra bien parce que là, on va se moquer de nous à la fin. Ouais. Moi, je m'en fous. Honnêtement, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est pas un problème. On a de toute façon précisé que nous étions en pleine discussion régressive autour du cinéma et de la sélection cannoise. Donc, il n'y a aucune prétention supplémentaire dans cette vidéo. Donc, on peut encore le préciser. Au film suivant, RMN de Christian Mungiu. Alors, notre ami Christian Mungiu, qui fait quand même partie aussi de ces gens qu'on n'aime pas trop. C'est un peu, je crois que c'est ça, Tchekali, qui l'avait replacé un peu au même titre que Un Monde, L'événement, tu sais, des films un peu à nouveau dans le même acabit, le même style, la même manière de faire un cinéma très étouffant, parfois un peu nihiliste comme ça. Donc, ça m'intéresse pas trop. Je t'avoue, Christian Mungiu, c'est compliqué. Et le cinéma roumain en général, on a beau dire, c'est quand même compliqué. Il y a quand même une uniformisation qui s'est faite au fil des années. Bon, La mort de Dante Lazarescu en 2005, c'est très amusant. C'est comique, il se passe quelque chose. Puis on invente des films où on voit des longs plans, des films où c'est très lent. Et finalement, on ne retrouve plus quelque chose de vraiment singulier. On a plus un style passe-partout qui se transmet entre tous les réalisateurs roumains, soit Radu Muntean et d'autres. Radu Giut, c'est lui qui a eu l'Ours d'Or là, avec ce film là, Bad Luck. Ah oui. C'est un peu mieux, ça. Un peu mieux. J'ai pas aimé, en fait. J'ai retrouvé ce que j'aimais pas dans le cinéma roumain. Surtout la deuxième partie qui est très c'est une longue séquence unique de discussion autour de voisins, pas de voisins, mais dans une école. Dans une école, oui, des parents d'élèves, c'est ça, parents d'élèves. J'ai trouvé ça encore ça, c'est vraiment un dispositif formaliste à la roumaine. Donc, j'arrive pas. Et au FIF, chaque année, on voit au moins un ou deux films roumains. Souvent, c'est la même chose. Souvent, on se dit, mais merde. Oui, je me souviens au dernier FIF, là où on est sorti d'un film, un film roumain,
et on s'est regardé, on s'est dit, là, on vient de voir un film roumain. Oui, C'était vraiment tous les clichés du film roumain, avec enfermement, lieu unique, étouffement, les problèmes, un problème emmène à un autre, ouais, etc. Le exactement. cheminement, allez, le schéma du film roumain, quoi, voilà, qui a été un peu. Ouais, Myung-Joo, ça a été un peu, non, un de ceux vraiment qui ont participé à la mise en forme de ce ouais. schéma-là, non, il me semble. C'est Non, vraiment. Parce oui, que, bon, après, tu vois, par exemple, je pense pour Umboyu, moi, je trouve que c'est quand même un peu mieux, tu vois. Enfin, c'est il mieux, y a, mais c'est quand même là-dedans. Euh, un peu, oui, mais Dante déjà. Lazarescu, moi j'aime bien Dante Lazarescu, mais c'est déjà comme ce que tu viens de me dire. La manière dont tu as décrit Ouais, le cinéma roumain, c'est en Genèse, dans Dante Lazarescu, que j'aime bien, mais c'est en Genèse, c'est là. Les enchaînements, tu sais, les trucs un peu cocasses, machin, l'effet de cause à effet. Euh, l'enlisement aussi. L'enlisement, oui, dans l'enlissement, l'enlissement, le- voilà. L'enlissement, c'est peut-être le mot du cinéma roumain. C'est Hum. peut-être le concept parfait pour décrire ce qu'est le cinéma roumain depuis 20 ans. Il y a aussi, j'ai un bon souvenir de 12h07 à Bucarest. Pour les titres, franchement, on devrait. Ça, c'est pour Umboyu, ça. C'est, Ça, je trouvais que c'était pas mal. ouais. J'ai essayé il y a 30 ans, je l'ai vu il y a 30 ans. Mais bon, enlisement. Donc espérons que Mungiu ici fasse un film qui ne soit pas là-dessus. Apparemment, donc, c'est un film sur des communautés qui se croisent dans la Roumanie. Hum. Intéressant, un film politique, un film sur des rencontres. Donc, a priori, il y aurait peut-être de l'ouverture, de l'hétérogénéité, la Ouais, porosité. non, pas, ouais. Mais je pense Munju, en fait, toi, tu disais par rapport au Frère Dardenne que tu aimais un film sur deux. Je me demande si Munju, moi, j'avais passé ça un peu avec lui. Parce que, pas que j'aimais, mais en tout cas je sais pas si c'est le dernier, mais Baccalauréat, je sais pas si c'est son dernier ou avant-dernier, je sais plus. Celui-là, j'avais vraiment pas du tout aimé. Par contre, il y en avait un qui m'avait un peu intéressé. Je pense que c'est Au-delà des montagnes, c'est ça? Qui était un peu Les plus collines, bizarre. ouais. Au-delà des collines, c'est ça, c'est ouais. Il y a aussi, Qui était ouais. un peu bizarre comme ça cette espèce de sur les peuples, là, sur la communauté religieuse, etc., Ouais. voilà, qui m'intéressait un peu plus, quoi. Ah, Et c'est bon, évidemment, la Palme d'Or, moi, j'aime pas. c'est un peu pénible, mais Je l'aime pas, non. J'aime pas ce film. ouais, ouais. Je Il me a été souviens plus beaucoup vraiment. reproduit. Ouais, il a été beaucoup reproduit, ce film, par la suite. Il y a eu pas mal de tentatives. L'événement, ben, c'est un peu proche de ce Ouais, film, c'est ça. quand Ouais. même. Oui, ça a été un peu un de ces films faiseurs de schémas, comme je disais. Hein, comme Les Dardennes, on peut être aussi Oui, bien sûr. des maîtres étalons, comme ça, des maîtres étalons malgré eux, peut-être, je ne sais pas, mais bon, là, Munju, je pense il a participé à ça, même si Munju est déjà peut-être un continuateur des Frères Dardenne en soi. Donc, Oui, il est coproduit aussi souvent par les frères Dardenne, je pense. Hein. Je crois il est coproduit. Hein. Je ne suis plus certain, hein, mais a priori, c'est le cas. Alors, film suivant, Triangle of Sadness de notre ami Ruben Östlund. Bien, moi, j'aime bien Ruben Östlund, mais je sais que beaucoup ne l'aiment pas parce que c'est un nihiliste, il est cynique comme ça. Beaucoup de gens s'étaient un peu indignés avec la Palme d'Or sur The Square. Moi, The Square, je vais trouver ça plutôt rigolo et plutôt amusant. Mais c'est vrai que je comprends qu'il y ait quelque chose. Enfin, j'aime bien le côté conceptuel du film, de The Square. Ça m'avait plu, j'avais des choses à dire. Donc pour moi, c'était déjà le fait que ce film avait peut-être quelque chose d'intéressant. Si on a quelque chose à en dire, toujours, c'est voilà. Ici, c'est annoncé comme un film sur des mannequins qui vont se rendre sur un bateau et le capitaine du bateau va ne pas vouloir démarrer le bateau. Donc, c'est un truc qui a l'air complètement déjanté. Un peu là, on pense aux scènes de repas là, dans The Square. Donc, je reste curieux de voir ça. Mais vraiment, aussi, Thierry Frémaux qualifiait le film de sorte comment dire, je ne sais plus si tu as écouté, hein, mais il disait que c'était une farce sur notre époque, quoi. Quelque chose comme ça. Une grande farce sur notre époque, une grande satire. Ça, c'est vrai, il est fort pour faire ça. On ne peut pas le nier. C'est son talent principal. Donc, moi, je reste intéressé. Je suis plutôt client. Et ce sera l'occasion d'écrire sur ce film et sur les autres, peut-être. Il y a un texte
sur un de ses films disponibles sur les rayons verts. D'ailleurs, quel film, mais bon, là, comme on parle comme ça, on a beaucoup d'idées, donc je ne sais plus. Bref. Non, donc je suis intéressé par Ruben Östlund, et j'ai envie de. Je sais qu'une partie de la cinéphilie française, parisienne, le rejette. En tout cas, au cahier du cinéma, il est rejeté vraiment, il est persona non grata. Ça, c'est sûr. Oui, il est plus défendu par positif que ouais, par. tout à fait. Ou peut-être les Inrocks, je ne sais pas, mais. Ouais. Mais en tout cas, non, comme toi, moi ça m'intéresse. En tout cas, The Square, j'avais vraiment bien aimé. Donc, comme tu dis, ouais, il y a un côté un peu poil à gratter, comme ça, un peu satirique, cynique, mais en même temps, quand même, avec ce côté aussi conceptuel. C'est pas du cynisme. Allez, pour Pas le du cynisme. cynisme complet, total. Il y a du Ouais, c'est ça. complet. Il y a quand même un côté un peu, il y a quand même un côté un peu, allez, j'aime pas ce terme, mais un peu poétique entre guillemets. Enfin, tu vois, d'élévation du cynisme, si tu veux, et et de le conceptualiser en tout cas. Et non, là, oui. Donc là, ça m'intéresse aussi, et même le côté un peu mystérieux du pitch là, et oui, le fait qu'on ne sache pas trop. Ce côté, oui, aussi de ce bateau qui ne veut pas démarrer, ou il y a le côté peut-être un peu Buñuel aussi. Ça, je sais pas, on verra. Le côté un Ouais. peu, tu vois, l'enfermement comme ça, le côté ça veut pas démarrer, on peut pas sortir, etc. Enfin, tu vois, Oui, donc, annonce épique. Ça annonce épique. Un bon ouais. film. Après, j'ai vu qu'il y avait Woody Harrelson dans le casting, donc ça, c'est pas forcément une bonne. Ouais, ça, c'est pas une bonne chose. Parce que s'il cabotine comme il cabotine d'habitude, le film va couler. Le film va couler, clairement. Si, il Comme le dépend de bateau. Woody Harrelson. Il va Ouais. couler s'il dépend de Woody Harrelson. Moi, je ne supporte pas ça. C'est vraiment l'acteur que j'aime le moins. Avec Eddie Ryan c'est ça? Comment ça s'appelle? Eddie Redmayne, oui, oui, bon, oui, Eddie Redmayne. C'est Et ça, comme j'ai Eddie vu, Redmayne. oui, oui, comme j'ai vu les Il y animaux a des animaux fantastiques, fantastiques. là, Oui, oui, d'accord. horrible. Oui, non, 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 oui, oui. Non, je préfère quand même Woody Harrelson à Eddie Redmayne, hein. Oui, il faut faire un choix, oui. Il ne faudrait Non, pas les mais réunir Woody Harrelson a fait quelques bons films quand même, hein, Oui, bien sûr, ce bien qui n'est sûr. peut-être pas le cas de l'autre acteur, là. Donc, Il est connu, il a une énorme carrière. Il a une énorme carrière. ouais, En ce moment, il fait beaucoup de rôles où il exagère et il cabotine. un peu toujours le même rôle comme ça, Oui, et puis bon, il est un peu, c'est c'est soit il est zinzin. dans des films indépendants, mais soit dans des séries B complètement débiles. J'avais vu Ouais. récemment sur Netflix, ça avait été dans un truc assez, assez désastreux, mais mais oui, Ça ouais. promet, ça va être énorme. Ça va être énorme. On va voir. Bon, allez, passons au suivant. Decision to Leave de Park Chan-wook. Moi, je n'ai pas d'attente, rien. Et toi? Bah, moi, en fait, j'ai pas spécialement d'attente, mais après, Park Chan-wook, enfin, son dernier, je pense que c'est son dernier, Mademoiselle, c'est ça son Ouais. dernier film. Ah, j'ai pas vu. J'avais bien aimé, tu vois, mais c'est pas un grand film, c'est un film efficace, quoi, tu vois. Même Park Chan-wook, Ouais. c'est un peu ça, tu vois. Je sais pas en fait si c'est un auteur, tu vois, c'est quelqu'un qui est efficace. Bon, il y a des films qui sont intéressants, hein, tu vois. Stalker, par exemple, c'est intéressant, même si c'est très imparfait, mais il y a des choses intéressantes. Mademoiselle aussi, voilà. Ici, ce film-là, ça a l'air d'être, je sais pas, allez, le synopsis et l'affiche, on dirait un film coréen, thriller coréen, basique, efficace, tu vois. C'est ça, Comme il y a... le résumé, c'est ça. C'est en fait quelqu'un qui se met à traquer une fille, puis après, il va avoir des sentiments pour cette femme, sur laquelle il mène une enquête. Ça a l'air très, très convenu. Donc peut-être que la surprise sera du côté de la mise en scène, plutôt que du Oui, côté. sans doute que, ben, allez, tu vois, c'est quand même, c'est comme diraient certains journalistes paresseux, ce n'est pas un manchot, tu vois. Mais Ouais. donc, en général, c'est quand même bien foutu, voilà. Mais donc, j'en attends rien, mais en même temps, je pense que c'est, à mon avis, c'est un peu le petit bonbon de la sélection. Il faut toujours un petit film de genre un peu mineur comme ça dans la sélection. Ils mettent toujours, ils mettent soit ils mettent Park Chan-wook, soit ils mettent Takashi Miike ou un gars comme ça
qu'à faire un film vraiment de genre un peu décomplexé et dont on ne pourra pas dire que c'est mauvais parce que ce sera probablement réussi dans le genre, tu vois. Mais Comment va mener cette filature passionnelle, si c'est encore pour faire un drame passionnel, c'est pas intéressant. Donc on attend de Park Chan-wook beaucoup plus, un peu de, comme tu dis, un peu comme Takeshi Miike, quelque chose un peu d'extravagant, de bonbons sucrés, oui, un truc qui déménage, quoi. Est-ce que ce sera vraiment le cas? Ça, c'est un peu le plaisir coupable, entre guillemets, tu vois, le plaisir ouais. coupable de la sélection. C'est aussi un terme que je n'aime pas. Mais, mais il en faut toujours dans une sélection, et ça, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Ouais, Donc, oui, voilà, non, pourquoi pas, j'aurais plaisir à voir ce film, en tout cas, on le verra peut-être au BIF ou voilà. Voilà. Et, mais par exemple, je sais qu'il y a un autre film coréen qui est en séance de minuit dans la sélection officielle, là. ouais. Et, et juste ce film-là se retrouve dans la sélection de minuit parce que c'est un premier film d'un acteur qui fait son premier film. Mais bon, ça a l'air du même acabit. Et Park Chan-wook se trouve en sélection parce que c'est Park Chan-wook, parce qu'il a déjà eu des prix, qu'il est toujours en sélection. Donc c'est comme tu disais, si tu as Park Chan-wook, si tu as les frères Dardenne, ben, il faut forcément les mettre en sélection. Ben, Park Chan-wook, si tu as Park Chan-wook, il faut le mettre en sélection. Donc c'est un peu ça, mais après, Oui, Mungyu, voilà, c'est la même pas chose, hein. dérangeant. Mais... Mungyu, c'est la même chose. Ostlund, c'est aussi la même chose. Voilà, Ouais. c'est comme ça, quoi. Bien, passons au suivant, parce qu'on a encore quelques. Je vois qu'on parle beaucoup, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Ouais, ce sera une vidéo plus longue. Ben, c'est une vidéo atypique, donc qui sera plus longue. Voilà. Showing Up de Kelly Reichardt, tu l'as dit en introduction, qualifié comme un petit film par Thierry Frémaux, alors qu'évidemment, le style de Kelly Reichardt est un style entre guillemets minimaliste, mais ce n'est pas minimaliste, hein, même Kelly Reichardt. Hein, il y a beaucoup de grandes choses qui s'y passent. Donc on ne peut pas dire que c'est petit, c'est très grand dans son apparence de simplicité. Alors, il aurait pu mettre ça en canne première. On sent qu'il y a un truc, tu vois, un truc, c'est trop petit. Pourquoi il dit que ça c'est petit, les autres petits, eux, ils doivent être en canne première, mais bon, voilà, tant mieux, parce que je crois que c'est très, très important qu'elle soit reconnue, peut-être gagner la Palme d'Or, ça je ne sais pas, mais qu'elle ait quelque chose, parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de prix pour ses films. Par Deauville, je crois, mais Deauville, bon, elle est habituée, elle a toujours des prix là-bas. Ici, quand même, malgré tout, apparemment, ça parle du quotidien d'une artiste. Ça a l'air d'être très différent de ce qu'elle fait habituellement. Il y a quand même Michelle Williams qui est au casting. Ça n'a pas l'air. Peut-être qu'on voulait voir autre chose, quoi. Je sais pas, on ne sait rien, hein, mais quand tu lis sur une artiste pas en plein doute, mais en pleine réflexion sur le monde, comment ça va être? Est-ce que ça va être un film urbain? Est-ce que ça va être un film dans la nature? Est-ce que ça va prolonger un peu sa réflexion sur le paysage, sur l'amitié, sur l'amour, sur plein de choses qui font la singularité de son œuvre. Donc, il y a là aussi du mystère qui entoure ce film, ce petit film apparemment, mais je pense que, bon, très maudit évidemment qu'il se passe des grandes choses, mais et donc je suis assez, ça c'est une attente, grande attente, non seulement parce qu'on a consacré un texte, un cycle de textes sur le rayon vert, laquelle il échappe, mais aussi parce que ça fait partie probablement de mes réalisateurs et réalisatrices préférés en activité. Donc pour moi, c'est un événement, et c'est toujours c'est un bonheur d'être le contemporain de grands cinéastes comme elle, qui arrivent à faire des grandes choses chaque fois. Voilà. Et toi? Oui, bah pareil, c'est vraiment, enfin, c'est bien qu'elle soit en compétition. C'est un peu dommage que Frémaux l'ait présentée en conférence comme un petit film. On a l'impression que c'est une petite réalisatrice, alors que pas du tout, quoi. C'est comme tu dis, c'est probablement un des cinéastes ou une des cinéastes les plus importantes, point, machin, truc inclusif. Ouais. Ouais. Du moment. Enfin oui, de contemporain, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que peut-être ce film-là, on le fait évidemment qu'il y ait Michelle Williams au casting, ben, ça, d'une certaine manière,
c'est attirant d'une certaine manière, parce que bon, moi mon film préféré de Kelly Reichardt, ça reste quand même Wendy et Lucy, que je garde vraiment en tête tout le temps. Après, peut-être ce film-là aussi va peut-être un peu payer le fait d'arriver après First Cow, qui est sans doute un de ses films les plus importants, qui est quand même un des films les plus importants de l'année passée, voire du siècle, non pour le moment. Donc, même si moi, c'est pas, je l'ai pas, c'est pas un de mes films préférés, mais je pense que c'est vraiment un film important, tu vois. Donc voilà, donc je pense que peut-être ce film-ci, le fait qu'il arrive après, ça va peut-être un peu jouer contre. Mais non, j'espère que non. Ce serait dommage. Mais, ça mais sent en tout aussi cas, l'invitation un peu. Je trouve pas que ça sent un peu l'invitation compétition, parce que bon, elle a été aussi l'année passée membre du jury, donc, oui. donc elle est réinvitée ici. Est-ce qu'il fallait pas l'inviter en compétition? On dirait qu'il n'aime pas trop le film, on sait pas trop ce qu'il. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on dirait qu'il sait pas trop quoi faire du film et qu'il a mis en compétition par principe. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'elle a déjà été en compétition ou pas? Ben, c'est possible, hein, oui, hein, mais je sais plus, faut vérifier. Mais Wendy et Lucy reste, comme tu dis, un film. Pour moi, ça, c'est un des films qui m'habite encore beaucoup. Oui, pareil. J'espère qu'il va faire un grand film et ce serait formidable. Parce que tu as sûrement vu que beaucoup de personnes, essentiellement des femmes, donc on dit qu'il n'y avait que 3 réalisatrices dans la compétition. On se retrouve avec ce genre de débat un peu stérile. On sait bien pourquoi. On ne va pas revenir là-dessus. C'est vrai que ce serait quand même bien, même si je suis tout à fait, même si ce genre de débat ne m'intéresse pas, ce serait quand même bien qu'elle ait quelque chose, parce qu'elle le mérite, comme je le disais tout à l'heure. Bon, passons au film suivant, Leila's Brothers de Saïd Roustahi. Donc, c'est ce cinéaste iranien qui a réalisé La Loi de Téhéran. Il est déjà de retour avec un film. Bon, La Loi de Téhéran, j'ai écrit sur le film, je n'ai pas aimé plus que ça. Je crois que Thibaut, c'est la même chose pour toi. Je trouve que c'est un film qui est un peu de tous les cinéastes iraniens en activité. Je trouve que celui-ci en tout cas, Saïd Roustahi, c'est pas le plus fin. Je trouve qu'il a quand même, je ne sais plus quel mot j'avais utilisé dans mon texte, mais un bulldozer. Voilà. Bulldozer. Vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose comme s'il avait voulu signer une carte de visite de cinéma hollywoodien, quoi. Tu vois, il montre qu'il sait gérer des grosses scènes en extérieur avec beaucoup de figurants, la tension, les conflits entre des personnages. C'est très, très scénarisé, très dramatisé. Et je trouve que c'est vraiment moins fort que le film de Mohammad Rasulov qui a eu le l'Ours d'Or. Je fais une comparaison ici qui n'a peut-être pas lieu d'être, mais je trouve que Roustahi, voilà, c'est un peu lourd, quoi. Et toi? Oui, pareil. Moi, La Loi de Téhéran, ça m'avait vraiment pas du tout passionné. J'ai l'impression de voir une mini-série condensée, projetée sur grand écran, quoi. C'est un truc, j'ai l'impression que j'aurais pu le voir sur Netflix ou voilà, ce côté un peu efficace avec, oui, forcément une toile de fond politique, si tu veux, voilà, mais encore, enfin, je sais pas, oui, non, en tout cas, c'est quelque chose que je trouvais, c'est un film que je trouve efficacement roublard ou roublardement efficace ou voilà ce que tu veux, mais en tout cas, non, j'attends rien spécialement de ce réalisateur et je pense que ça m'étonnerait qu'on soit surpris, quoi. Je pense que ça va être du même acabit et dans la même lignée, donc voilà. Mais beaucoup de gens ont dit du bien de ce film, on en fait presque un film de l'année. Oui, c'est ça, oui. Donc il a vraiment joué d'une aura quand même assez énorme. Et c'est sans doute pour ça qu'il se retrouve en compétition à Cannes directement. Parce qu'il a fait un film qui en plus est tout public, quoi. Il est très accessible. C'est un peu c'est très français aussi, non? Enfin, c'est aussi un peu un emballement cinéphile français. Enfin, c'est pas la même cinéphilie française, mais j'ai l'impression que c'était quand même un truc de récupération française, quoi. Moi, je sais que c'était un peu toute la mouvance France Inter, Masquer la plume et tout ça qui avait un peu récupéré ce film. Et on pourrait en faire un grand film
tu vois, un peu c'était presque le Scorsese iranien, quoi, tu vois. Oui, c'est Donc, ça. Et les gens, enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Vraiment, ouais, on sait sur quel terrain on est quand on parle de ce film. ouais, Les références sont quand même des grosses références un peu poussées, quoi. Le film se regarde, hein, mais voilà. Et puis à la fin, la peine de mort, on sait bien, il veut nous foutre une petite claque quand même, après avoir. Bon, moi, j'aime bien la côté un peu aller dans les mécaniques, la mécanique de l'institution, des institutions iraniennes. Je trouve ça intéressant. Et le fait que ce film il peut sortir de son pays pour arriver sur nos écrans, c'est quand même très fort, quand même, parce que c'est quand même une critique du régime. Mais bon, le film de Razulov était beaucoup plus. Hein. Le film de Razulov, c'est quand même un film assez solide, quoi, très dur. Là aussi, il y a quelques problèmes, mais c'est bien mieux, bien plus subtil, bien plus émouvant que celui-là, quoi. ouais. Le film suivant, c'est Boys from Heaven de Tariq Saleh. Tariq Saleh, donc, qui est celui qui a réalisé Le Caire confidentiel. Un film pour moi confidentiel, c'est pas pour toi. Le Caire, un film confidentiel, ouais. Ou un Pour moi, film c'est un anecdotique. film confidentiel. Ouais. Ou anecdotique. Ouais, je me souviens plus, je l'ai vu, ça a complètement sorti de la tête et c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose que La Haute Téhéran. C'est des films qui ont fait un petit événement à leur sortie. Celui-là, je me souviens que ce film, sa sortie, ça avait fait un petit événement comme ça. Il y avait un côté un peu, c'est exotique, quoi, tu vois. Film d'ambiance, un peu film, un film de genre ambiance avec un côté hollywoodien, Scorsese, machin. Oui, mais qui vient Plongé, d'un pays dont on n'a pas l'habitude, etc. voilà. Tu vois, le côté un peu folklorique, exotique, la cinéphilie folklore-exotique. Là, Exactement. donc, oui, non, Comme enfin, ça. je m'en souviens plus. Je me souviens pas de ce film, et Je ne sais pas non plus. enfin, je sais que c'était aussi un côté un peu efficacité, roublard, comme ça, je pense. Oui, un Donc, cinéma, voilà, c'est un cinéma qui est, ouais, cinéma un peu pas d'action, mais tu vois, un cinéma d'action au sens pas d'action spécialement d'effets spéciaux, mais un cinéma avec de l'action, quoi. Avec, et ça bouge, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une trame narrative forte, il faut, tu vois, tout est axé sur l'effet dramatique, j'ai l'impression. C'est ça que j'en garde comme souvenir. C'est pas des films, je travaille les affects, mais plus la narration et les donc là, on est d'accord un peu sur ces deux films qui finalement se ressemblent un peu. Ce sont deux réalisateurs qui ont des influences à peu près similaires, qui font des films qui se ressemblent un petit peu dans leur but et dans leur roublardise, comme tu dis bien. C'est vraiment ça, une roublardise où voilà, les réalisateurs, quoi, ils veulent faire leur boulot, ils veulent gagner leur vie avec ça. et puis, c'est deux nouveaux arrivants, alors, du coup, Je dans pense. la Ouais, ouais. sélection. Donc voilà, tu vois, j'en reviens à ce que j'avais dit au début. Moi, Mm-hmm. dans les nouveaux, je suis désolé, mais moi, ça m'intéresse pas. Enfin, C'est pas, je voilà, l'aime par autre chose. c'est pas ça que j'attends de Ouais. nouveaux arrivants canois, quoi, tu vois. J'attends pas. C'est l'arrivée de la roublardise, l'efficacité scénaristique Mm-hmm. ou ou de genre, etc. dans la sélection. C'est pas ça que j'attends. Donc, Ouais, pareil pour moi. Donc voilà. On peut passer au film suivant. La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov. Alors lui, je n'ai aucun rapport avec lui. Je ne comprends pas trop pourquoi il a ce statut d'incontournable canois. Je trouve que ses films ne sont pas extraordinaires. Leto, ce n'est pas terrible, alors on nous l'avait vendu comme la palme d'or, euh, la véritable palme d'or, la vraie palme d'or du festival et pas l'autre film. Enfin, je ne sais plus quelle année c'était. J'ai pas encore vu son dernier film. Tu l'as vu et tu n'as pas trop aimé, je crois. Et le premier, j'ai pas vu non plus, mais si, j'ai vu le premier, mais je n'ai là, pas. c'est tu veux dire Student, là, c'est ça. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle ce film. Non, Parce que je pense le tout premier, je pense qu'on l'a pas vu. Hein. Il a pas été distribué. non, je confonds le film avec les souris muets, c'est pas lui. Hein. Ah non, non, The Tribe, non, c'est pas Non, lui. non, non, je confonds Non. complètement. Non, non, donc j'ai pas vu. Mais Leto, ça m'avait pas intéressé. Enfin, voilà. Et j'ai pas couru pour aller voir La fièvre de machin là.
Je n'ai pas La été. fièvre de Petrov. Petrov, je n'ai pas couru pour aller le voir. Je devrais peut-être, mais je t'avoue que je ne suis pas très emballé par Serebrennikov. Et toi qui as vu la fièvre de. Pareil, je sais pas trop comment aborder. Enfin, la fièvre de Petrov, ouais, là, je l'ai vu il y a quelques jours et je sais pas ce que j'ai vu en fait. Tu vois, je saurais pas dire. Je sais pas si j'ai compris quelque chose. Je sais pas si j'ai compris ce qu'il fallait comprendre. Je sais pas. Voilà, c'est pas mauvais. Hein, il y a quelque chose et c'est un cinéaste, c'est sûr, mais je sais pas comment aborder. Voilà, les taux, pareil, tu vois, il y avait des fulgurances de mise en scène, etc. On est d'accord, mais dans l'ensemble, je trouvais ça quand même un peu insipide, quoi, un peu. Clinquant, Quoi? clinquant, comme Leto, quoi. C'est un Oui, peu c'est bling ça, ouais, bling, quoi, ouais. un peu. Pas bling bling, mais un peu artificiel. J'aurais dû voir C'est- le film avant de venir, d'en parler, mais j'ai pas eu le temps, Là, malheureusement. ici, oui, c'est ça, la fièvre de Petrov, il y a toujours un peu ce truc à un moment donné où tu as un flashback, enfin, vers la fin du film, un flashback qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure, qui est en noir et blanc, et puis après on revient. Enfin, tu vois, il y a le côté un peu. Ouais, c'est ça, comme tu dis, clinquant, d'utiliser un peu Artifice, quoi. plein de moyens de mise en scène ou de montage différents, etc. Et oui, c'est ça. Faire un espèce de tourbillon, tu vois, enfin, en tout cas, l'effet de Petrov, c'est un peu ça. Leto, c'était déjà un peu ça, tu vois, faire un espèce de tourbillon comme ça qui va t'hypnotiser et voilà, moi, je sais pas, j'ai pas compris. Donc, et, et après, oui, et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu le cinéma de l'allégorie, tu vois, l'allégorie politique, de faire comme ça il y a un côté immersif, tourbillon, Mhm. mais en même temps pour produire une allégorie sur le monde, sur l'état du monde, etc. Moi, franchement, moi, c'est pas ça que je recherche pour le moment au cinéma. Je cherche autre chose que l'allégorie, quoi. L'allégorie, je sais pas. Ok. J'ai pas l'impression que le cinéma c'est le meilleur art pour l'allégorie, quoi. Un peu L'allégorie, lourd. plus, C'est un peu plus lourd. la peinture, c'est l'art de l'allégorie, tu vois. La littérature, oui, je sais pas. Le cinéma, j'ai l'impression que c'est pas. En tout cas, c'est pas ce que moi je recherche là pour le moment Mhm. au Ok. cinéma, quoi. donc, je suis peut-être en train de passer à côté d'un grand cinéaste, je sais pas, mais en Mhm. tout cas, il m'intéresse pas à ce point-ci de mon chemin personnel de la Ok. cinéphilie, bah, il m'intéresse pas. Ouais. Mais voilà. Ça va, mais terminons alors cette passage en revue de la compétition par probablement le plus prometteur des films. C'est Ian de Jerzy Skolimowski, qui raconte donc l'histoire d'un âne, si j'ai bien compris, qui se met au niveau de la perception d'un âne. Donc ça rappelle bien sûr Robert Bresson, Hum. mais c'est quand même très surprenant de voir ce film sortir, de voir ce film arriver en compétition, alors que Jerzy Skolimowski, ça faisait quand même longtemps qu'il n'avait plus fait de film, on n'avait plus beaucoup de nouvelles de lui. Il arrive avec ce film absolument imprévisible, avec extrêmement prometteur, parce que faire un film sur les animaux, c'est toujours un exploit en soi, hein, de pouvoir faire quelque chose avec, que ce soit sur l'animal en soi et le rapport de l'homme à l'animal, ça reste quand même des sujets importants, des sujets, j'en ai vu récemment, mais je ne sais plus, j'ai en tête un film sur les animaux, ça m'a vraiment intéressé, j'ai trouvé ça très bon. Le film d'André Arnold là, sur la vache. Andrea Arnold, Go. Ouais, je l'ai pas vu, mais je sais que tu l'avais vu et que. C'est pas mal. La Panthère des Neiges, j'ai vu aussi, c'est pas. Il y a des Ouais. problèmes. Hein. Et, voilà, il faut virer toute la voix off de Sylvain Tesson et tout ça. Il faut enlever tout ça. Et sinon, tu as un film intéressant, hein, La Panthère des Neiges. Donc, je crois qu'il y a vraiment toujours quelque chose de fort dans les films sur les animaux. Donc, grande curiosité, grosse attente pour ce film. Et j'espère qu'il sortira chez nous, qu'il ne sera pas confiné aux sorties cinéphiles françaises. Donc j'espère que Cinéar ou des gens comme ça qui avaient sorti le dernier, là, Essential Killing, avec Vincent Gallo, j'espère que Cinéar ou d'autres iront chercher ce film. Et peut-être que ce film sera au palmarès. J'espère, on verra. Tout dépend. Tout est toujours une question de circonstances, comme on sait bien. Hein. Tout dépend d'un jury qui est fait de telles personnalités qui vont décider ensemble ou non de quel film est le meilleur ou pas. Donc,
on n'aura jamais le palmarès rêvé, mais c'est sûr que là, ici, il y a du jugement aussi, puisque je dis ce film va être extraordinaire alors que je ne l'ai pas vu et que je n'en sais rien et que je fais que l'espérer, en fait. Mais en tout cas, voilà, on peut que transmettre ça, l'espoir que le film soit au niveau de nos attentes. Voilà. Oui, pareil que toi, hein, Skolimowski, moi j'ai grandes attentes et une grande admiration pour Skolimowski de toute façon. Donc oui, forcément, j'attends ce film. Après, oui, donc tu as dit c'est Ian, c'est ça, mais je sais que en fait, le titre c'est EO, c'est ça EO. Ouais. Et Thierry Frémaux a dit EO, c'est comme Ian, mais je ne sais pas si c'est Ian, c'est vraiment le titre, mais enfin bon, voilà. Mais oui. En tout cas, oui, ça c'est sur un âne, oui, ça c'est sûr. Et oui, après, Skolimowski, il avait fait un film en 2015, je pense, mais qui est passé complètement inaperçu. Ouais. C'était pas très bien, en fait. Moi, je n'ai pas aimé, mais 11 minutes, je pense. Ah oui, moi aussi, c'est vrai. J'avais en tête que j'avais Essential Killing, moi, c'est pour moi j'avais en tête. Ouais, Essential Killing, ça c'était en 2009, 2010, je sais plus. Début de la décennie. Mais ouais, c'est vrai. Bon, oui, son dernier grand film, c'est Essential Killing, c'est sûr. Mais donc, le fait qu'il soit là en compétition, ça promet en tout cas. C'est prometteur et en tout cas, ouais, c'est peut-être le film le plus étonnant là dans la compétition. C'est celui-là. Ouais. Donc là, je te rejoins. On verra bien. Rendez-vous dans un mois pour savoir qui aura la Palme d'Or. Il y aura bientôt des ajouts qui vont tomber dans les prochains jours. Donc ça, on va revenir dessus. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Donc je rappelle que c'était un pur plaisir régressif de cinéphile qui est très différent du travail que nous menons sur le Rayon Vert. Alors pourquoi on fait? Parce qu'on est très bavard, on a envie de parler. Je pense que Thibaut aussi, tu as envie de parler. On a envie d'échanger. Et sous cette forme-là, ça forme la parole, sur l'échange cinéphile. On a, je l'espère, pas dit trop de bêtises parce qu'on se calque quand même sur nos goûts de cinéphiles. On essaye d'avoir un point de vue différent parce que moi, j'ai vu des choses passer déjà qui n'ont pas du tout le point de vue les points de vue qu'on a développés maintenant. Donc, je crois que quand même, malgré la discussion régressive, il y a quand même quelque chose qui passe d'un rapport au cinéma, d'un rapport à la critique, d'un rapport à ce que nous faisons quand même, malgré tout, à défendre des choses, même si on défend, j'aime pas dire qu'on défend tel auteur, tout ça, mais dire que comment expliquer ça? Non, bon, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais disons que l'important, voilà, c'est de pouvoir défendre un point de vue qui est le nôtre, quoi, voilà, malgré qu'on passe en vidéo ici sur YouTube. Donc voilà, merci à vous pour l'écoute et à bientôt dans une prochaine vidéo.